comment devenir sous-officier au sein de l'armée de terre, et plus précisément en quoi consiste le NSOA, donc l'École nationale des sous-officiers de l'armée de terre dans laquelle j'ai été pendant 9 mois. Salut les gars, nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur la suite de ma carrière au sein de l'armée, et donc c'est arrivé. Aujourd'hui on est le 24 décembre, je tourne la vidéo avant de fêter Noël, c'est pour ça que je suis si bien apprêté pour vous. Joyeux Noël à tous, Merry Christmas, je sais pas comment on le dit en chinois. Avant d'entrer dans le vif du sujet les gars, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, tout l'engouement qu'il y a eu autour de ma première vidéo sur l'armée. Donc j'avais jamais connu ça, là au moment où je vous parle on est à plus de 9000 vues, ce qui est juste incroyable. On est aussi plus de 300 sur la chaîne, c'est juste une folie. Donc je vous remercie vraiment pour tout ça, j'ai lu tous vos commentaires, il y avait plein de commentaires super chaleureux, ou des gens qui avaient un peu le même parcours que moi ou quoi au sein de l'armée en tant que sous-off. Donc merci, vraiment merci pour tout. Avec tous ces commentaires, la plupart me demandaient à tout prix une vidéo sur le NSOA, et donc c'est pour ça que j'essaie de vous la faire le plus tôt possible. Donc dans cette vidéo, je vais traiter de l'UNSOA du point de vue élève, mais on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc on va traiter la vidéo en 5 parties. Qu'est-ce que l'UNSOA ? Comment entrer à l'UNSOA, la journée type en école de sous-officier, les différents points à travailler dans le civil avant d'intégrer l'armée, et les risques qu'il faut être prêt à prendre quand tu deviens sous-officier dans l'armée. Bon déjà concrètement, l'UNSOA qu'est-ce que c'est ? Donc c'est l'École nationale des sous-officiers d'active, c'est l'école par laquelle passent tous les sous-officiers de l'armée de terre, excepté le MHM qui est aussi une école de sous-officiers pour les troupes de montagne, mais c'est une petite particularité. Donc concrètement, comment est-ce que vous pouvez intégrer cette école ? C'est le même parcours que si vous voulez intégrer l'armée. Il faut vous rendre dans un CERFA, expliquer que vous voulez devenir sous-officier, passer les tests du CSO. Ensuite, la seule différence, c'est que tu vas pas choisir une spécialité et un régiment. Tu vas juste choisir un corps d'armée, donc ça peut être la cavalerie, l'infanterie, le génie, le train. Cette arme, c'est celle que tu auras au moment de ton école, et c'est seulement à la fin de l'école de sous-officier que tu pourras choisir le régiment et la sous-spécialité, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Petit warning pour ceux qui veulent devenir sous-officier, parce que c'est quand même sur ça que porte cette vidéo. Au CERFA, il faut pas hésiter à mettre en avant que tu veux être leader, que tu veux diriger un groupe, que tu as ces capacités, parce que c'est ça qui va faire que le recruteur va te proposer directement d'aller à Saint-Mexan au lieu d'entrer par le rang. Donc tu passes les épreuves de sélection normales, les tests d'anglais, psychotechnique, etc. Donc ça je vais pas revenir dessus, on va pas s'éterniser. Il y a plein de vidéos déjà faites par l'armée de terre qui te permettent d'expliquer comment préparer tous ces tests. Dans la foulée de tes tests, tu vas recevoir une proposition par la personne qui te suit pour le recrutement. Donc moi j'ai reçu un appel 2 ou 3 mois après, me confirmant que j'étais pris dans un des 2 choix que j'avais postulé, donc c'était l'infanterie et la cavalerie, et donc j'ai été pris en cavalerie et je suis rentré en juin 2019 à Saint-Mexan. Concrètement, donc le NSOA qu'est-ce que c'est ? Tu vas partir dans la ville de Saint-Mexan-l'École pendant une période de 8 à 9 mois en fonction des promotions, et donc là-bas tu vas découvrir tous les savoir-faire militaires, marcher au pas, apprendre à tirer, apprendre à former des gens, à donner un cours, mais également la topographie, le sport militaire, donc vraiment tout ce qui fait l'ensemble des savoir-faire militaire. Maintenant je vais te donner la journée type à l'école. La journée type elle commence souvent à 5h30 du matin, donc dès 5h30 il y a tout ce qu'on appelle donc les TIG, le nettoyage de la chambre, le rangement, etc. Qui est souvent chapeauté par un élève de jour qui va s'occuper de gérer la section pendant une journée complète. À partir de 6h, il y a le petit déjeuner, il y a un rassemblement à 6h, tu pars manger à l'ordinaire, donc le self. Vers 7h, donc là, le petit déj est terminé. En parallèle, tu as une deuxième partie souvent de TIG, donc pour nettoyer tous les locaux, les communs, etc. À l'entour de 7h, il y a un rassemblement de la compagnie, avec la présentation par l'élève de jour de toute la section, avant d'annoncer les activités de la journée à la section et de commencer la journée tout simplement. Donc voilà, là il y a souvent il y a un temps de battement, ça peut être 7h, 7h30, voilà, c'est souvent comme ça que ça se déroule. Et à partir de 8h, donc c'est le début des activités. Donc comme je t'ai dit au tout début, les activités elles sont super variées. Tu peux autant avoir des cours en salle qui peuvent durer plusieurs heures, comme des cours classiques où tu vas prendre des notes, tu vas devoir apprendre de la théorie. Tu peux aussi avoir des cours concrets, donc du maniement d'armes, aller faire une séance de tir, faire une séance de parcours d'obstacles, une séance de sport, de l'anglais, peu importe. Il y a vraiment énormément de cours, c'est très varié. Donc de 8h à midi, il y a la première activité. À partir du midi, souvent donc la même chose, on se rassemble en compagnie, on part manger à l'ordinaire, même routine, on part en marchant au pas, en chantant. Et souvent, donc après 14h, il y a une deuxième partie des TIG, après il y a plein de petites variantes, mais globalement, on a une petite pause et à 14h, on rattaque les activités jusqu'à 18h le soir. Et donc là, deuxième partie des activités, du sport, du maniement d'armes, apprendre à marcher au pas, c'est très très varié. Et donc à 18h, on se regroupe, on part en marchant au pas manger, on revient,
Et donc souvent à partir de 19h-20h, on est en quartier libre. Avant ça, des fois, ton chef de section peut décider d'organiser un temps de révision qui est obligatoire de respecter ou des choses comme ça. Et donc globalement les journées sont quand même assez denses parce que tu commences tôt le matin. Les journées sont souvent rythmées par du sport, environ tous les jours ou tous les 2 jours grand maximum. Mais c'est des journées assez denses, donc le soir, moi je me rappelle, dès que ma journée était terminée à 21h-22h, je me regardais je révisais, je regardais un épisode de série grand max et à 21h30 je dormais. Donc ça c'est le rythme de base, mais pendant ces 8 mois tu vas avoir plusieurs gros événements qui vont être importants pour ta formation et surtout pour tes notes. Et donc ces notes vont permettre de choisir ton régiment et ta spécialité. Les premiers événements qui sont très fréquents, c'est les phases de terrain. Tu vas avoir énormément de phases de terrain pour travailler le combat, la tactique, mais également le tir. Donc, ces phases-là, tous les mois, tu vas en avoir peut-être 2 minimum. Ça peut aller de 2-3 jours à une semaine. Également, moi, à l'époque où j'étais à Saint-Mexan, il y avait ce qu'on appelle une campagne de tir. Donc on partait dans un camp, c'était le camp de Keylus à l'époque. Et donc pendant 2 semaines, on partait à faire que de l'entraînement armement, donc du maniement d'armes, du tir, apprendre à donner des cours en armement, parce que c'est ce que tu vas être amené à faire également en régiment. Et tu as également un stage commando qui est intégré, un stage commando de 2 semaines qui était donc au SNEC, au Centre National d'Entraînement Commando. Et donc ça peut varier, des fois c'est pas un stage commando, c'est un stage montagne, mais globalement c'est de l'aguerrissement pur et dur en montagne. Et enfin le dernier événement, on a ce qu'on appelle un stage en corps de troupe, c'est-à-dire que pareil, en fonction du classement et des places disponibles, tu vas pouvoir choisir un régiment dans ta spécialité et partir dans ce régiment pour voir un peu le rythme, comment s'organise la vie en escadron, qu'est-ce que font concrètement les sergents et les maréchaux des logis au sein des unités, donc ça va vraiment te permettre de voir la vie régimentaire. Petit point que j'ai oublié d'aborder, c'est également le temps libre et les week-ends. On n'a pas eu de week-end pendant environ 1 mois et demi, et au bout de ce mois et demi, on avait une majorité de nos week-ends, sauf justement quand il y a des phases de terrain qui ont duré quelques jours, où là tu vas être sur le terrain le week-end. Mais globalement, je crois qu'on avait au moins la moitié des week-ends chaque mois, minimum. Après, il y a également de la garde à monter, des fois, des choses comme ça. Donc, il faut pas t'attendre pendant ces 9 mois à ce que ce soit tout repos et à ce que tu aies beaucoup de temps libre. Maintenant que tu connais le rythme en école, tu vas te demander comment moi je peux préparer au mieux mon intégration en école. Et donc, on va aborder cette partie dès maintenant. La première chose, c'est forcément le niveau sportif. Ton niveau de sport va énormément influer sur ta notation parce que c'est des coefficients très élevés. La première chose ultra importante au sein des armées, c'est d'avoir un bon rapport poids-puissance. Avec les parcours d'obstacles, la course à pied, tu peux pas te permettre d'être très lourd et très trapu. On est beaucoup dans cette situation-là en arrivant à l'armée. Moi-même, j'étais assez lourd, je faisais je devais faire 82 ou 83 kg pour 1m75. J'étais pas excellent coureur, j'étais très très mauvais aux tractions. Les premiers mois d'école, comme ils sont très sportifs, tu vas vite perdre du gras. Et moi, par exemple, en un mois et demi, j'ai perdu 3 à 4 kg, ce qui m'a permis directement de prendre un petit niveau en course à pied et de rattraper mon retard en rapport poids-puissance. Mais si tu veux un bon repère avant d'intégrer l'armée, il faut que tu sois capable de faire 12 tractions, c'est quand même un bon indicateur que ton rapport poids-puissance est correct. Et également, à l'époque, c'était le test du Cooper, c'est plus le cas maintenant, donc le maximum de distance en 12 minutes. Un bon repère, c'est 3000 mètres en 12 minutes. C'est ce que j'arrivais à faire au bout d'un mois d'école, ce qui te donne déjà une notation assez correcte. Si ça s'intéresse de savoir le programme que j'ai fait en régiment pour atteindre 15 tractions et 3300 au Cooper, n'hésite pas à me le dire et je ferai une vidéo juste sur un programme que tu peux appliquer pour améliorer ton niveau sportif avant d'intégrer l'armée. Bon, même si le sport c'est quand même super important dans ta notation à l'armée et encore plus à l'UNSOA, il n'y a pas que ça qui va te permettre de bien réussir. Le deuxième élément que tu dois absolument préparer, c'est ton niveau d'anglais. C'est une chose que je savais pas en entrant à Saint-Mexan, je pense pas que ça ait changé, il faudra que je vérifie. On va te faire passer le TOEIC. C'est un brevet civil qui est international qui te permet d'évaluer ton niveau d'anglais, ton niveau de compréhension orale et écrite. Ce qui est important avec ce certificat, c'est le système de points qui était attribué au moment où moi j'étais à Saint-Mexan. Ils avaient déterminé 3 niveaux que je t'afficherai à l'écran. Le niveau 1, c'était plus 0,25 sur la moyenne. Le deuxième niveau, plus 0,5 sur ta moyenne. Et le troisième niveau, plus 0,75 sur ta moyenne. Mais quand je te dis sur ta moyenne, c'est-à-dire que c'est sur ta moyenne générale finale. Au bout des 9 mois d'école, on prend cette moyenne générale et on y ajoute 0,25, 0,50, 0,75, ce qui est absolument énorme. Pour te donner un exemple à quel point moi ça a influencé mon classement, j'ai réussi à avoir le niveau 2 en TOEIC, à me classer 58e sur les 300 sous-officiers de ma promotion, et la personne qui était 57e avait 0,03 points de plus que moi, pour te dire à quel point c'est serré entre
tous les sous-officiers que tu vas rencontrer en école. C'est avec ce certificat que tu peux vraiment creuser l'écart et faire la différence pour avoir ton régiment à la fin de l'école. Pour le reste, il y a beaucoup de cours théoriques, du tir. Le tir prend également une note assez importante, mais ça c'est des éléments que tu peux pas préparer en amont, à part si tu as envie de t'inscrire dans un stand de tir, c'est possible, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'investissement. Donc si tu dois retenir une chose que tu dois préparer avant d'entrer à l'UNSOA, fais des tractions, fais du fractionné, et de l'anglais, et normalement ça devrait bien se passer. On va attaquer la dernière partie, les risques que tu dois être prêt à prendre quand tu t'engages en tant que sous-officier. Moi c'est une partie que j'avais peu considérée en m'engageant et qui a eu un fort impact pour la suite de ma carrière. Comme je te l'ai dit, un élément qui va conditionner toute ta vie pour les 5 ou 8 prochaines années en fonction du contrat que tu as signé, ça va être ton choix régimentaire et le choix de ta sous-spécialité. Donc je vais te donner un exemple concret de ce qui moi m'est arrivé. Donc moi j'étais en cavalerie, je voulais après Saint-Mexan être en cavalerie légère, travailler sur VBL en tant que chef de patrouille. Mais la majeure partie des gens qui étaient en cavalerie voulaient également faire ça. Sur les 300 élèves sous-officiers, à la fin, donc comme je te l'ai dit, j'ai fini 58e sur 300 personnes. On était seulement 20 cavaliers sur 300. 7 d'entre eux appartenaient au top 10. Donc je sais pas si tu te rends compte, dans une spécialité de 20, il y en avait déjà 7 dans le top 10, ce qui montrait bien qu'il y a certaines spécialités qui sont plus représentées dans les premières places que d'autres. Et donc moi, en étant 58e, j'étais seulement 14e sur 20 parmi les cavaliers, et ça ne m'a pas permis de choisir le régiment ni la spécialité, malgré le fait que j'étais 3e ou 4e sur les 30 personnels de ma section. Donc la première chose, c'est que ça va être très concurrentiel, et le deuxième élément, c'est qu'il y a une part de chance et d'aléatoire que tu ne peux pas contrôler. En cavalerie, à la fin, on choisit notre régiment, mais on choisit également une sous-spécialité. C'est pas le cas de toutes les armes, mais pour la cavalerie, ça existe. À mon époque, il y avait le choix entre 3 armes: la légère, c'est-à-dire être en rime, en chef de patrouille VBL, chef de char sur Charles Leclerc et chef d'engin sur AMX 10RC. C'était les 3 postes possibles. Sur les 20 places qui nous ont été offertes en cavalerie, la moitié, donc 10, c'était que du Charles Leclerc, 4 places en VBL et 6 places en 10RC. Et cette répartition, elle a un impact très très fort sur les choix que vont faire les gens, parce qu'il y a des véhicules qui sont plus prisés que d'autres ou des spécialités qui sont plus prisées que d'autres. Dans ma promotion, la majeure partie des cavaliers voulaient tous travailler sur VBL, et donc là on n'avait que 4 places sur les 20. Ce qui montre que la majeure partie des gens, même avec des très très bonnes notes, n'ont pas pu avoir ce qu'ils veulent, juste parce que l'armée à ce moment-là n'avait pas besoin de 10 personnes sur VBL, mais seulement 4. Et ça c'est totalement aléatoire. J'ai parlé avec des collègues qui sortaient de promotions juste après, ou 2 ou 3 promotions après moi, et qui pouvaient avoir le cas de figure totalement inverse. Et donc c'est à ça que tu dois t'attendre. Une forte concurrence si tu prends une spécialité de mêlée, mais également une part de chance et d'aléatoire sur les régiments et les postes qui vont être proposés à la fin de l'école. Malheureusement, même avec tout le travail que j'ai fourni, et ma 14e place sur les 20 cavaliers, le fait de ne pas avoir ce que je voulais a conditionné la suite de ma carrière, et ce sera une des raisons majeures de mon départ 3 ans plus tard de l'institution. Un élément que tu dois prendre en compte, si tu veux vraiment t'engager dans une spécialité précise, dans un régiment précis, est-ce que ça vaut pas plus le coup que je m'engage en tant que militaire du rang et que je rentre par Saint-Mexan par la suite, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après t'être engagé en militaire du rang, ou prendre le risque de passer ce concours et d'être en concurrence pendant 9 mois et de pas être sûr d'avoir ce que tu veux à la sortie. Donc voilà, j'espère que les gars, vous en savez un peu plus sur Saint-Mexan. Ce qui est important, c'est que vous sachiez désormais quel point vous pouvez travailler dans le civil pour intégrer Saint-Mexan, mais également les risques qu'il faut être prêt à prendre si tu t'engages au sein de l'UNSOA. Vous inquiétez pas, dans les mois qui arrivent, je vais vous sortir la dernière vidéo sur l'armée, donc pourquoi je suis parti de l'armée. Je vais faire ça au plus vite les gars, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, après je vais pas faire que du contenu sur l'armée. À la rentrée 2024, je vais vous sortir une vidéo sur comment choisir et organiser ses objectifs pour enfin les réussir, pour tous ceux qui prennent des bonnes résolutions, et vous montrer que c'est pas la bonne solution pour progresser d'année en année. On va se faire un tour sur mon Insta frérot, c'est là où je suis plus actif. Je fais beaucoup de contenu axé sur le sport et la productivité en général. Les refs, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Passez de très bons moments avec votre famille, prenez soin de vous. On est déjà plus de 300 abonnés et c'est que le début. Je vous dis à plus. Ciao.